Et je voudrais céder la parole à Madame Fernanda Cavedon-Capdeville, qui est docteur chargée de recherche à l'Université de Santa Catarina au Brésil. Vous avez la parole, Madame Cavedon-Capdeville. Merci, Monsieur le Président. Je salue également mes collègues qui participent de cette séance. Mon bonjour à toutes et à tous. Je vous parle du Brésil et je vais partager mon écran pour vous présenter les résultats du test des indicateurs juridiques d'effectivité de droit de l'environnement appliqués à une aire protégée, dans ces cas spécifiques des stations écologiques de Carijós au Brésil. Tout d'abord, pour faire une petite introduction, quelques notes sur les indicateurs juridiques, leur utilité, l'état de la recherche et des initiatives sur les sujets. Alors, comme a dit M. Prière hier, ce sont des instruments qui vont nous aider à rendre les droits plus visibles et lisibles. Et on avait besoin, dans un premier moment, quand on s'est engagé sur cette recherche, de connaître un peu plus alors des développements scientifiques, des recherches qui ont été faites sur les sujets, des indicateurs appliqués au contexte de droit et dans le contexte de l'environnement, et aussi des expériences pratiques. Alors, nous avons constaté que les initiatives sont très rares pour mesurer les conditions d'application effective de droit. En général, l'effectivité, elle ne va pas intégrer la mesure des conditions d'application de droit. Nous trouvons plusieurs initiatives de recherche, des articles écrits, des livres, etc., sur des indicateurs de gouvernance qui sont basés sur quelques éléments de droit. Parler un peu plus lentement pour les interprètes. OK. Excusez-moi. Nous avons aussi des initiatives de recherche sur des indicateurs sur l'état des droits, sur la gouvernance et l'état des droits environnementaux. On commence à voir aussi quelque chose là-dessus. Des études critiques qui vont questionner la transposition de cet instrument plus utilisé au niveau de l'économie, des sciences environnementales dans le contexte de droit et quelques approches nationales. On va voir que même si les indicateurs ils sont déjà très utilisés alors dans la pratique, dans les domaines de droit, de la gouvernance, de la démocratie et de l'environnement, il y a peu d'articulation entre ces domaines-là. Plus récemment, on a vu des progrès en matière de l'état de droit et de gouvernance environnementale avec des propositions des indicateurs sur ces thèmes-là, mais qui n'abordent pas, on n'approfondit pas la question de l'effectivité. Et c'est là les traits plus importants et plus innovants, à notre avis, de la méthodologie proposée par les CIDCE et qui on a testé au Brésil. Alors, on peut voir ici quelques initiatives au niveau de l'environnement, de développement durable, comme les indicateurs des objectifs de développement durable, etc., sur le développement progressif des droits de l'homme, l'état des droits, etc., et quelques initiatives alors plus récentes pour établir des connexions entre ces différents domaines, bien sûr avec la proposition de CIDCE, mais aussi des propositions plus anciennes, comme une expérience qu'on a eue au Brésil, des indicateurs d'application et de respect des normes environnementales par rapport à l'air, à l'eau et à la végétation. On a l'Environmental Democracy Index, le PNUD a proposé des indicateurs dans son rapport sur les Environmental Rule of Law. Et en Amérique latine et dans les Caraïbes, on a eu aussi le développement des indicateurs de gouvernance environnementale. Alors, les raisons, on s'est questionné aussi à ce niveau-là, pourquoi on a besoin de ces indicateurs juridiques, en quoi ils vont nous aider. Alors, on voit que les évaluations sur l'état de l'environnement, soit ici au Brésil ou ailleurs, ils ne prennent pas en compte les rôles de droit. Alors, les indicateurs juridiques peuvent nous aider à identifier et mettre en évidence la contribution de droit dans les politiques environnementales.
De notre part, l'application effective et intégrée des normes environnementales vont demander des instruments pour évaluer leur effectivité et identifier où sont les problèmes structurels des systèmes juridiques, les lacunes, les régressions qu'on doit résoudre pour augmenter les niveaux d'effectivité. Alors, les indicateurs ils vont nous aider à identifier quelles sont les mesures nécessaires pour augmenter les niveaux d'effectivité et ça reste très clair dans les résultats de notre test. Et finalement, les informations précises que les indicateurs ils peuvent nous donner sont très utiles pour orienter les prises de décision et des actions des gestionnaires publics et aussi d'autres acteurs de droit qui peuvent utiliser ces résultats. Alors, on a vu aussi récemment quelques progrès dans la reconnaissance de l'utilité et de l'importance de ces instruments. L'Association de droit international, par exemple, va nous dire que les indicateurs juridiques sont une technique innovante essentielle pour évaluer l'effectivité du droit international de l'environnement. On a la résolution de l'UICN, aussi l'intégration dans les droits internationaux comme l'accord d'Escazú ici en Amérique latine, la proposition pour Ramsar, la Convention de Barcelone, ce qui nous indique une vraie prise de conscience de l'importance de ces instruments-là. Maintenant, je rentre spécifiquement dans les tests qui a été réalisé au Brésil. Tout d'abord en disant qu'il est résultat d'un partenariat entre l'Université fédérale de Santa Catarina avec les CIDCE, la chaire Normandie pour la paix. Nous intégrons un groupe international de chercheurs qui s'applique sur l'étude du sujet des indicateurs juridiques d'effectivité et nous avons intégré alors, comme a déjà présenté Alexandra, un effort de recherche l'année dernière pour tester cette méthodologie dans différents pays, dans 2 domaines, les aires protégées et l'ODD 14. Et je vous présente les résultats concernant une aire protégée. Pour vous situer, on est ici tout au sud du Brésil, ça c'est l'état de Santa Catarina. La ville de Florianópolis où se situe l'université et l'aire protégée que nous avons étudiée, elle est ici. Vous pouvez voir que la plupart de son territoire est dans une île qui s'appelle aussi île de Santa Catarina. Et vous pouvez imaginer tous les défis pour concilier la protection de ces mosaïques d'écosystèmes côtiers présents dans l'île, aussi les mosaïques des aires protégées fédérales de l'État et de la ville aussi que nous avons sur cet espace, et en même temps les demandes de développement économique, urbain, etc., parce qu'il s'agit de la capitale de l'État. Pourquoi nous avons choisi cette aire protégée? Alors, nous avons déjà étudié les bassins hydrographiques où se situe une partie de l'aire protégée dans le cadre d'un autre projet international piloté par Alexandra Aragon qui est ici avec nous, les réseaux JustCide. Et nous avons étudié les injustices territoriales, socio-environnementales dans ces bassins hydrographiques par rapport au changement climatique et la gestion des catastrophes, ce qui nous a permis mieux connaître cette portion de l'île, les défis de concilier un développement urbain très présent avec les exigences de protection de cette aire spécifique de la station écologique Carijós. Ici, vous pouvez voir plus près, les 2 portions de la station écologique. Nous voulions aussi établir un lien entre ces 2 projets, pensant de faire une articulation entre les 2 propositions. Ici, on voit de plus près. Alors, ces portions, elles sont plus vers les nord de l'île. Ici, on a la portion qui est dans les bassins hydrographiques des Ratones. Ici, la portion du Saco Grande. Ce sont 2 bassins hydrographiques urbains densément occupés, comme vous pouvez voir, et qui vont poser beaucoup de problèmes à la gestion de cette aire protégée. Pour parler un peu plus de la station écologique Carijós, elle a été créée en 87 par un décret fédéral. Alors, elle est une aire protégée fédérale de la catégorie de protection intégrale, qu'on va voir un peu plus après. Et son objectif, c'est la protection d'écosystèmes côtiers, notamment les mangroves, la forêt atlantique et toutes les espèces de faune qui sont associées. La gestion, elle est assurée par l'Institut Chico Mendes de conservation de la biodiversité,
qui fait la gestion de toutes les aires protégées au niveau fédéral. Au Brésil, les aires protégées, elles ont été réglementées et regroupées dans un système national qui les a partagées en deux grands groupes. On a les groupes de protection intégrale qui sont plus restrictives, qui ont pour objectif la préservation de la nature et seulement l'utilisation indirecte des ressources naturelles est autorisée. Et les groupes d'utilisation durable qui va essayer de rendre compatible la conservation de la nature avec l'utilisation durable des ressources naturelles. La station écologique, elle est une catégorie d'aires protégées de protection intégrale très restrictive. L'objectif ici, c'est la protection de la nature et la recherche scientifique. La visitation, elle est interdite, sauf pour des activités éducatives, et les domaines doivent être publics. Ça veut dire que toutes les propriétés privées, elles doivent faire objet d'une expropriation, ce qui va être un grand défi et qui est très présent dans les résultats du test. Bon, pour les défis de protection et les caractéristiques, elle est très importante pour l'environnement de la région parce qu'elle abrite 500 espèces de faune, certaines menacées d'extinction. Il y a la plupart des oiseaux de l'île de Santa Catarina et aussi un mosaïque d'écosystèmes marins et côtiers et même des sites archéologiques. Les défis de protection, bien sûr, elle se situe dans une aire urbaine très occupée. Elle est victime des pollutions hydriques de ces deux bassins hydrographiques qui déversent ces eaux dans l'aire protégée, la pression de l'industrie du tourisme et de la construction civile, des problèmes d'aménagement du territoire qui est pour la plupart désordonné et même illégal dans certains points dans la zone d'amortissement de l'aire protégée, des conflits fonciers et aussi des problèmes plus récents de gestion. Alors, comment on a organisé les tests? Je vais pas m'attarder là-dessus. Alexandra, elle a déjà expliqué comment on a procédé. Mais quelques points spécifiques, c'est qu'on a essayé tout d'abord d'échanger avec l'équipe de gestion de l'aire protégée pour qu'ils nous aident à définir les périmètres de droit applicables à cette aire protégée. Parce que le droit de l'environnement au Brésil, il est très vaste. On a 3 niveaux, fédéral, de l'État, de la ville. On a aussi une diversité d'écosystèmes, d'espèces protégées, etc. Et la tâche, elle était très, très difficile. Alors, nous nous sommes concentrés sur 17 normes et on a fait l'hiérarchisation de ces normes. Après, on a fait l'adaptation du questionnaire proposé par l'équipe française au droit brésilien. On a fait toutes les étapes plus liées aux questions mathématiques et statistiques qui ont été un peu difficiles pour nous, mais très bien encadrées par Christophe Bastin. Nous avons fait la composition de notre panel de questionnaires, l'envoi, la réception des questionnaires, des retours d'expérience et les traitements et validation des résultats. Bon, pour les structures de questionnaire, on a repris la méthode qui nous propose 6 familles de critères d'effectivité de droit et on a adapté au contexte de cette aire protégée. Alors, pour les critères d'existence, la connaissance des normes, les aspects spécifiques de l'objectif de l'aire protégée, de sa catégorie, etc. Pour les critères d'applicabilité, quelles sont les conditions d'applicabilité de ces régimes juridiques, les détails de son acte de création. Pour les critères substantiels, les activités autorisées, réglementées, les écosystèmes protégés, les détails du plan de gestion. Pour les critères organiques, quelles sont les institutions chargées de la gestion, si on a des agents de fiscalisation, si le budget il est adapté. Pour les critères d'application, la prévision des sanctions pénales, administratives et leur application, les instruments d'accès à la justice, la jurisprudence qu'on pourrait trouver sur cette aire protégée et les critères non juridiques comme l'absence de corruption, l'intérêt des ONG ou les connaissances des normes. Pour les panels de questionnaires, comme s'il s'agissait d'un test de méthodologie, il a été plus strict, plus restreint. Et on a privilégié des différents domaines de formation et d'expérience, mais représentant des institutions qui ont une influence ou une relation avec la gestion et l'étude de cette aire protégée. Alors, on a les groupes avec une formation en droit, des procureurs, des juges, des professeurs,
et des sciences exactes environnementales, des océanographes, des ingénieurs, etc., représentant plusieurs institutions liées à la gestion de l'air protégé. Pour les résultats du test, ça c'est le dashboard qui nous a été préparé par Christophe Bastin avec les résultats du test qu'on va essayer de comprendre un peu plus en soulignant plus intéressant pour débattre ici. Alors, les traitements des données nous indiquent une effectivité globale de la station écologique de Carijós de 77,10%, ce qui représente, oui, une tendance à l'effectivité. Sur 75 questions qui composaient le questionnaire, on a eu l'unanimité pour 41 questions, soit plus de la moitié. Pour l'effectivité des familles de critères appliqués à cette aire protégée, on va identifier une effectivité forte pour les critères d'existence, pour les critères d'application et pour les critères substantiels, une effectivité plus faible pour les critères non juridiques d'applicabilité et aussi les critères organiques. Pour comprendre un peu plus où on peut arriver avec les résultats de l'application des indicateurs juridiques, si on prend seulement les critères qui ont eu une effectivité égale ou inférieure à 30%. Alors, dans l'applicabilité, on va voir que les problèmes sont sur les critères d'application du régime juridique, de l'expropriation des propriétés privées, qui dans les critères substantiels, on a des problèmes par rapport à la réglementation du périmètre de protection de la zone d'amortissement de cette aire protégée et aussi des questions liées à la révision du plan de gestion. Pour les critères organiques, on va identifier des petits problèmes de gestion, des budgets, et pour les critères non juridiques, l'intérêt des ONG, la corruption et l'implication des acteurs privés. Si on va encore analyser en plus de détails, on va croiser cette information avec les familles des critères qui ont une effectivité égale ou inférieure à 75% et on arrive à identifier 9 questions, 9 points qui vont exiger des mesures d'intervention pour renforcer l'effectivité. Et là est toute la magie de la méthodologie et du test parce qu'on arrive à la fin à identifier exactement quels sont les points problématiques et où on doit intervenir si on veut renforcer l'effectivité globale de cette aire protégée. Alors, pour les critères d'applicabilité, les temps de droit qu'on a parlé ici, depuis quand les droits est applicable à cette aire protégée, la question de l'expropriation des propriétés privées. Pour les critères organiques, actuellement, il n'existe pas un gestionnaire exclusif pour cette aire protégée. Elle ne reçoit pas des ressources des dons publics et privés qu'elle pourrait recevoir. Et pour les critères non juridiques, alors, faible intérêt des ONG, des problèmes de corruption et peu d'implication des acteurs privés. Alors, quels ont été les défis tout au long de ces tests pour les questionner, pour les chercheurs? Pour les questionner, tout d'abord, la complexité de la méthodologie, du test et du questionnaire, et surtout de l'idée de mesurer les droits et de comprendre l'idée d'effectivité, notamment pour ceux qui n'avaient pas une formation juridique. Alors, ils étaient plus habitués avec l'idée des indicateurs, mais peu familiarisés avec l'idée d'effectivité de droit. Alors, beaucoup de doutes sur quels critères, si les questionnaires étaient suffisants, ils ont proposé beaucoup d'autres critères qu'ils pensaient qu'il serait important de considérer aussi pour la mesure d'effectivité de cette aire protégée spécifiquement. Et on a vu alors que les difficultés, elles sont différentes selon la formation des personnes qui intègrent les panels de questionnés. Pour les chercheurs, les difficultés, elles étaient liées à la complexité, bien sûr, de la méthodologie, mais de certaines tâches, notamment celles non juridiques, parce que on était une équipe exclusivement formée par des juristes. On n'avait pas des mathématiciens, des statisticiens, et du coup, ça a été très difficile pour nous d'exécuter ces tâches, même si Christophe Bastin, il était toujours là pour nous orienter, nous accompagner. Une autre difficulté pour nous, c'était de trouver le juste équilibre entre la complexité du droit,
la complexité de l'idée d'effectivité et les besoins en même temps d'être très objectif et de généraliser les droits pour les questionnaires, vu qu'il est appliqué aussi à des acteurs non juridiques. Et on a beaucoup discuté aussi sur les choix des éléments et des critères qui doivent intégrer cette mesure d'effectivité pour un objet spécifique comme ces terres protégées. C'était un choix très difficile parce qu'il y avait beaucoup de questions qu'on aimerait bien intégrer, mais on ne pouvait pas non plus faire un questionnaire trop long ou trop complexe. Au niveau des conclusions, alors, on a pu constater avec ces tests au Brésil que oui, la méthodologie, elle peut être reproduite et appliquée dans d'autres contextes et aussi dans d'autres domaines de droit qu'on imagine dans les futurs des développements de ces projets sur les indicateurs juridiques d'effectivité. Aussi que les indicateurs juridiques et cette méthodologie spécifiquement, elle nous permet d'identifier des points d'effectivité faibles et d'effectivité forte et aussi les mesures d'intervention requises. Comme j'ai souligné, les 9 points qui ressortent des résultats du test et qui méritaient une intervention pour renforcer l'effectivité. Alors, on a vu aussi que c'est un instrument très utile pour surveiller l'effectivité de droit dans les temps. Parce que je pense que si on appliquait les mêmes tests d'ici 3 ans, après avoir fait une intervention sur ces 9 points, est-ce qu'on aurait une progression, un renforcement de l'effectivité globale de ces terres protégées? Alors, c'est un instrument aussi très utile pour garantir les principes de non-régresser et la progression de l'effectivité. Mais bien sûr, on est conscient aussi qu'il sont nécessaires des adaptations, notamment dans notre travail ici d'équipe au Brésil, pour avoir des résultats plus conclusifs et plus fiables. Pour les développements nécessaires dans le futur, on voit les besoins d'investir en ressources humaines et matérielles, d'avoir d'investissements parce que c'est un travail très prenant et qui exige beaucoup de ressources, et aussi plus de formation, la formation des capacités. Comme elle a souligné Alexandra, on n'a pas eu l'opportunité de faire des formations en présentiel avec Monsieur Prière, avec Christophe Bastin en raison de la pandémie, et on a senti certaines difficultés pour exécuter ces tâches plus liées aux questions mathématiques. Nous avons vu aussi qu'on a besoin d'une équipe pluridisciplinaire, interdisciplinaire, avec des sociologues, des mathématiciens, etc., pour nous accompagner dans ces tâches-là, qu'on a besoin d'avancer, et ça je parle pour notre équipe ici au Brésil, dans l'objectivité, la clarté et la concision des informations et du questionnaire, d'améliorer notre panel de questionnaires avec une plus grande diversité d'acteurs, avec plus de questionnaires, et aussi qu'ils soient plus suivis, plus accompagnés dans le processus de réponse des questions, parce qu'on a vu des problèmes d'interprétation des questions ou des questions qui n'ont pas été répondues, par exemple. Et bien sûr, continuer notre travail de réflexion sur les critères d'effectivité et aussi l'adaptation de la méthodologie pour d'autres domaines, comme les ODD et la réflexion qui est déjà en cours dans ce sens-là. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste à disposition pour les questions plus tard. Merci. Merci beaucoup. Dans l'état des lieux, vous avez souligné l'existence de sources. Vous ne partiez pas de rien. Il y a des sources en Amérique du Sud, vous les avez recensées, et puis évidemment, il y a la méthode qui est exposée dans l'ouvrage de Michel Prieur que vous avez cité. Donc, vous ne partiez pas de rien, mais il y a eu ce travail préalable de recensement des sources. Et vous constatez déjà là que l'effectivité n'intègre pas, l'effectivité n'intègre pas les indicateurs juridiques. On est encore en terrain d'exploration. Et donc, vous procédez au test des indicateurs juridiques au Brésil avec 5 partenaires et en lien avec l'université de Coimbra. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que vous avez appliqué la méthode à un secteur géographique, donc la collectivité de Florianopolis, mais avec des situations écologiques très différentes.
l'île de Santa Catarina, la station écologique à Carrillos, et puis les deux bassins hydrographiques. Donc c'est un panel, je trouve, très intéressant du point de vue des situations de terrain. Et évidemment, les situations juridiques diffèrent à chaque fois. Alors les résultats qui ont été, je ne sais pas si on le dit, graphisés par Christophe Bastin, enfin en tout cas traités et restitués sous forme de graphes par Christophe, montrent que, si j'ai bien compris, qu'il y avait une effectivité globale d'application des 6 familles de critères qui s'élevait à 77,10%. Si j'ai bien compris, c'est impressionnant, mais avec des variations importantes selon les familles de critères qui vont d'égal ou moins 30% à égal ou moins 75%. Donc, il doit y avoir encore un pourcentage là que je n'ai pas parce qu'autrement, on n'est pas dans les 77,10. Et des indicateurs précis qui ont été identifiés, mais également sur des sujets pour lesquels il faudra encore développer la réflexion. Donc, des défis sont en présence. Pour les questionner, eh bien, je crois que ça ressort systématiquement, c'est la complexité du questionnaire et des questions d'ordre juridique qui sont difficiles pour des non-juristes, et je pense même pour des juristes pour. Et pour les chercheurs, bien, ce qui leur pose problème, bien, ce sont les tâches non juridiques, et puis toujours la question de la subjectivité ou dans l'objectivité dans la manière de poser des questions, et puis enfin le choix des critères. Donc en conclusion, vous nous avez dit que le test était utile. Il était utile. Vous avez des conclusions claires et qui appellent des développements, ce qui est remarquable. Et je crois que nous sommes tous persuadés ici qu'il s'agit là d'un travail exemplaire qui a été réalisé. Je vous propose de continuer, mais en ouvrant la thématique suivante, qui est l'effectivité de la mise en œuvre de l'ODD 14, avec une contribution de Alexandra Aragao, que j'invite à prendre la parole à nouveau. Je vais présenter notre deuxième expérience d'application du concept et de la méthodologie des indicateurs d'effectivité du droit de l'environnement, appliqué cette fois-là à la protection de l'océan, le DD 14. Le Portugal n'a que l'océan Atlantique, nous n'avons pas la mer Méditerranée, donc nous n'avons pas considéré la convention de Barcelone. Alors, je dois vous expliquer que entre le premier questionnaire sur les aires protégées et le deuxième questionnaire sur l'ODD 14, notre équipe a changé un peu. Nous avons ajouté encore deux nouvelles chercheuses. Comme vous pouvez voir, notre équipe est essentiellement féminine. On va ajouter quelques chercheurs masculins très brièvement, mais pour le moment, ce n'est que 6 chercheuses des disciplines juridiques et non juridiques, c'est-à-dire de la sociologie, des sciences sociales. On a considéré aussi les 6 catégories, 6 familles d'indicateurs juridiques, mais pour l'appliquer à notre nouveau cas d'étude. Et le cas d'étude a une importance impressionnante au Portugal, peut-être vous le savez, depuis que les Nations Unies ont accepté l'élargissement de notre plateforme continentale, la mer représente pour nous le 97% du territoire. Nous avons une zone économique exclusive très, très étendue, comme vous pouvez voir, à cause de notre territoire insulaire, les îles de Madeira et Açores, qui ont leur propre zone économique exclusive, et ça représente environ 97% de notre territoire. Nous savons bien sûr qu'il y a différents régimes juridiques applicables à tout ce territoire, et on a encore une aire plus élargie si on considère une région de pesquise et de resgate qui est encore plus large. Mais enfin,
la plateforme continentale et la zone économique exclusive font déjà une aire très étendue. Là, le rapport de Portugal avec la mer est un rapport bien sûr très étroit. D'un point de vue touristique, nous exploitons les plages, bien sûr, les belles plages que nous avons dans notre pays, et aussi les activités touristiques maritimes, notamment l'observation de cétacés, notamment la plongée, etc. Ces activités signifient des conflits, bien sûr, des conflits d'intérêts entre les utilisateurs de la mer pour une et pour autre des activités. Par exemple, la plongée a exigé la submersion des navires qui étaient hors d'activité et qui servent maintenant d'appui pour la biodiversité sous-marine et qui permettent aux plongeurs de profiter d'une expérience différente et plus vivante. Mais enfin, cette option d'autoriser la submersion des navires pour rendre la plongée plus intéressante, c'est toujours questionnable d'un point de vue de la biodiversité maritime. On a aussi des activités d'aquaculture pour la production de poissons et aussi de crustacés. On a la production d'énergie éolienne offshore. On a de la pêche, bien sûr. Nous sommes un pays de pêcheurs qui font de la pêche en haute mer et aussi la pêche côtière. Et on a l'utilisation d'autres produits de la mer, notamment les algues qui traditionnellement sont utilisées dans l'agriculture dans plusieurs parts de notre pays et qui maintenant ont des problèmes à cause des déchets, notamment des déchets plastiques qui viennent de la mer et qui vont contaminer les sols agricoles. On a aussi des projets pilotes de production d'énergie des vagues après la côte au nord du Portugal. Alors, la possibilité de conflit d'intérêts dans l'utilisation de la mer est très large. On a fait aussi le périmètre juridique, c'était déjà avec l'appui de nos nouvelles chercheuses Danielle et Juliane qui ont aidé à faire l'identification de toutes les lois applicables au secteur de la mer. Et c'est un groupe très élargi de lois. On a identifié 23 lois plus importantes appliquées à la mer. Et on a fait l'effort, une fois encore, de quantifier, c'est-à-dire de faire une pondération de l'importance relative de chacune de ces lois, non dans un point de vue hiérarchique, de l'hiérarchie des normes, mais dans un point de vue de l'effectivité des normes. Et on a choisi surtout comme étant plus important la loi de base de la politique de gestion de l'espace maritime. On a considéré que c'était très important. Aussi le plan national de l'espace maritime, aussi le cadre juridique de conservation écologique du milieu marin et des règlements du Parlement européen qui bien sûr et du Conseil qui bien sûr font partie intégrante du droit interne portugais. Donc, c'est la liste des actes juridiques plus importants. Bien sûr, je dois vous rapporter que les discussions ont été plus faciles parce que c'était la deuxième fois qu'on faisait l'exercice de quantification et de pondération. On avait déjà fait certaines clarifications des concepts avec l'aide de Christophe et aussi du professeur Michel Prieur. Donc, c'était plus facile, mais quand même, c'est subjectif l'attribution d'un chiffre à une loi. Mais on l'a fait en tant qu'équipe élargie.
Et on a identifié, d'après d'autres instruments juridiques un peu moins importants et finalement les moins importants de tous qui sont identifiés en jaune. Bien sûr, ce travail a été développé dans l'année de 2021, mais le droit maritime est très très dynamique au Portugal et on vient d'approuver une résolution du Conseil des ministres qui fait l'approbation de la stratégie nationale pour la mer pour la prochaine décennie. Et bon, ça n'a pas encore été pris en considération au moment que nous avons élaboré le questionnaire. Le questionnaire a été fait avec l'appui de l'équipe du Brésil et notamment de la collègue Fernanda Cavedon Capdeville qui nous a transmis la traduction du questionnaire français vers le portugais, déjà avec l'adaptation à la réalité du Brésil, et donc ça a rendu les choses beaucoup plus faciles pour nous. On avait déjà la traduction vers le portugais. Il nous fallait que faire l'adaptation nécessaire du questionnaire à la réalité portugaise, laquelle est bien différente de la réalité du Brésil, parce que le Brésil est un État fédéral et nous sommes un État unitaire, donc il y avait des questions qui n'étaient pas applicables à un État centralisé comme le Portugal. Donc, on a utilisé les mêmes options, oui, non, plus grand ou plus petit pour les réponses. Et on a fait toutes les qualifications, les quantifications nécessaires. On a toujours attribué une valeur relativement élevée aux critères non juridiques de la 6e famille. Le retour d'expérience qu'on a eu, c'était surtout des spécialistes du droit de la mer ou de la mer en général, des sciences maritimes. Et je peux vous résumer les principales préoccupations des répondants au questionnaire. D'abord, la première question qui s'est posée, c'est encore une fois l'importance, l'hiérarchisation des normes selon l'importance des normes dans la pyramide juridique, c'est-à-dire les valeurs normatives d'une loi n'est pas la même valeur qu'un règlement, par exemple, ou qu'un acte administratif. Mais on a surmonté cette question en attribuant les critères que nous avons montrés. La grande discussion, c'était à propos du droit pénal, des normes à caractère criminel, parce que même si c'est très important et s'il semble très important pour l'effectivité du droit en théorie, en pratique, les crimes environnementaux qui sont dans le code pénal ne sont presque appliqués par nos tribunaux. Il n'y a pas une sensibilisation des juges quant aux questions de nature criminelle appliquées à l'environnement. Donc, en pratique, le droit criminel n'a pas aucune importance. Ça, c'était l'objet de notre première discussion. D'après, on a aussi discuté le fait que certains indicateurs peuvent montrer en même temps une grande capacité institutionnelle, c'est-à-dire les institutions sont très fortes parce qu'elles appliquent beaucoup de sanctions en pratique, mais ça peut montrer en même temps qu'il y a beaucoup d'infractions. Si la statistique montre qu'il y a beaucoup de sanctions appliquées, notamment des amendes administratives, ça veut dire en même temps que les institutions sont très efficaces dans l'application du droit sanctionnatoire, mais en même temps, ça veut dire que les gens ne respectent pas le droit. Alors, ça a été notre objet de discussion au moment d'attribuer une pondération aux différentes lois.
Alors, dans ce cas du questionnaire de l'ODD 14, on a eu une difficulté encore plus grande qu'on n'avait pas trouvée avant, et que c'est la difficulté de communiquer avec certaines parties prenantes, notamment les pêcheurs. Les pêcheurs et les propriétaires de bateaux sont, du point de vue sociologique, des gens qui n'ont pas une grande formation sur le numérique. Très souvent, ils n'ont pas même d'ordinateur ou un smartphone. Alors, nous avons considéré que ce n'était pas utile ou intéressant de faire un questionnaire dans Google Docs, parce que les pêcheurs ne pourraient pas répondre en ligne parce qu'ils n'ont pas de ligne ni d'ordinateur. Ça, c'était une difficulté ajoutée aux autres difficultés qu'on avait déjà trouvées dans l'autre questionnaire. Quelques spécialistes qui ont répondu et qui ont donné son retour d'expérience ont dit que certaines questions étaient formulées incorrectement formulées parce que la compétence n'appartient pas à l'État mais à l'Union européenne. On a quand même gardé les questions. En général, tous les répondants ont dit que la plus grande difficulté, c'était la compréhension du langage juridique. Certains spécialistes des questions maritimes, des sciences maritimes, mais qui n'étaient pas des juristes, ont dit qu'ils ne comprenaient pas le concept de normes légales parce que c'est vrai qu'on sait qu'au Portugal, on a différents types de normes légales. On a les lois du Parlement, mais on a aussi les décrets-lois qui sont produits par le gouvernement et qui ont la même valeur juridique que les lois. Les décrets-lois peuvent abroger les lois du Parlement. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Alors, c'était peu clair. Et la suggestion, c'était d'ajouter un glossaire à l'enquête pour faciliter la réponse des non-spécialistes. Alors, d'une façon très synthétique, notre expérience de application de ce questionnaire pour des propos encore de test, c'était pas pour avoir des résultats statistiquement importants, mais simplement pour tester le questionnaire. Nous a permis de arriver à la conclusion que ce questionnaire doit être plus adapté que l'autre, doit être plus changé, le langage doit être plus simplifié, les instruments juridiques aussi doivent être réduits parce que les parties prenantes de la mer ne sont pas aussi informées que les parties prenantes des aires protégées. Ça, c'est notre impression dans l'application qu'on a fait au Portugal. Et c'est pourquoi, une fois encore, je dis que l'importance de faire ce genre de test pour valider le questionnaire, valider la méthodologie et pouvoir avancer en 2022 pour les questionnaires, les vrais questionnaires à appliquer pour arriver à mesurer l'effectivité du droit de l'environnement. Merci beaucoup. Merci Alexandra. Il faut dire que la barre est haute. Le domaine maritime du Portugal, c'est vraiment, oui, très impressionnant. Et vous parvenez tout de même à établir un premier inventaire, une hiérarchisation des domaines d'application du droit. C'est vraiment impressionnant et il est normal que ce questionnaire appelle des développements ultérieurs afin d'être mieux en phase avec le sujet et le contexte, je dirais les contextes qui se présentent. En tout cas, tous nos encouragements et bravo pour cet exercice à vous et à votre équipe. Donc, nous passons tout de suite aux discussions, aux questions. Alors, je vais d'abord voir si dans la salle, oui, Yacouba.
Merci, Monsieur le Président. On a essayé d'écouter les interventions parce qu'il faut quand même dire qu'elles étaient un peu longues. Donc souvent on perd un peu quelques données. Mais j'ai fait quand même attention à la première communication donnée par notre ami de la Tunisie sur l'exemple de l'effectivité donc du droit relatif à la gestion durable des aires protégées en Tunisie. Et effectivement, elle a évoqué vers la fin que le président même a repris la question relative à la transition pénale pour essayer donc de résoudre les conflits en matière d'environnement d'une manière globale et en matière d'infractions liées justement donc à la gestion donc des aires protégées. J'aimerais faire juste un petit commentaire sur ce caractère, cet outil, cet instrument qui est la transaction pénale que je n'aime pas, personnellement je n'aime pas pour plusieurs raisons. Alors qu'est-ce que d'abord cette transaction? C'est dit un délinquant, entre guillemets, quelqu'un qui viole une règle en matière d'environnement. Il viole la règle en matière d'environnement de manière globale. Et l'administration en charge de la gestion de l'environnement l'appelle pour dire, bon, monsieur X, voilà la règle de l'environnement que vous avez violée. Alors, nous, administration de l'environnement, nous avons la possibilité de demander à ce que vous payiez une certaine somme d'argent. Et en revanche, on abandonne la procédure judiciaire contre vous, puisque c'est la condition. Vous lui demandez de payer l'argent et en contrepartie, vous abandonnez donc la poursuite judiciaire contre la personne. Effectivement, sur le sang, le délinquant dit oui, parce que ça l'arrange. Ça l'arrange parce que il a encore la possibilité, s'il est riche, et effectivement il est riche, de payer justement donc de l'argent après avoir violé donc la transaction et de continuer ses affaires de manière rapide sans perdre le temps et peut-être de continuer encore à violer donc la règle en matière d'environnement. Il a toujours un casier judiciaire qui est propre alors qu'il a violé donc des règles d'environnement plusieurs fois sans faire la prison. Deuxièmement, si on prend donc du côté de l'administration en charge de la gestion de l'environnement, l'administration est contente parce que le plus grand problème de l'administration, c'est pas d'argent dans les caisses. Alors, voilà une infraction qui contribue à apporter directement de l'argent dans les caisses de l'État. Mais qu'est-ce que l'administration fait de cet argent? Si, par exemple, on a coupé un arbre, l'administration ne va pas utiliser l'argent pour planter un autre arbre. Il va plutôt utiliser l'argent pour faire autre chose. Peut-être payer du carburant pour mettre dans des voitures, dans des motos et continuer à polluer peut-être l'environnement. Ça veut dire qu'en ce moment, on utilise l'environnement comme un moyen pour avoir de l'argent. C'est pas du tout rentable. Parce que la raison pour laquelle l'administration a reçu l'argent n'est pas réparée. Elle est toujours là. Donc, je dirais que c'est pas un instrument utile à la gestion de l'environnement. C'est pourquoi il faudrait que les infractions en matière d'environnement commencent à quitter donc la transaction pour aller devant le tribunal, qui est justement donc cet expert judiciaire pour connaître donc de tout litige. Et effectivement, on peut connaître qu'il y a un problème avec les tribunaux parce que on l'a toujours dit. Et c'est une des luttes d'Antonio, parce que le magistrat n'est pas familier au droit de l'environnement. Et quand vous lui amenez une affaire environnementale, enfin, il paraît tout à fait nouveau dans un phénomène nouveau. Et donc, la décision qui sortira n'est pas tout à fait perfectionnée pour injurer l'environnement. D'où la nécessité absolue de renforcer les capacités du juge pour qu'il soit largement outillé en matière d'environnement afin de rendre des décisions environnementales rentables à la gestion durable de l'environnement. Je vous remercie. Oui, la transaction, effectivement, administrative, pénale, c'est, oui, sérieux frein.
Une réaction, une autre question. Jérôme, tu voulais intervenir Oui, non. Oui, après, je vous donne la parole. Excusez-moi. Ah, c'est cool. Oui, je suis très frappé, en fait, en écoutant nos collègues et puis les étudiants de ce matin, par le fait que, en lisant le bel ouvrage qui a été produit, donc, par Michel Brier et Christophe Bastin, on nous a dit d'ailleurs qu'il était consultable en ligne. On pourrait à la limite se dire bon ben voilà quelque chose, voilà une belle démarche, mais dans quelle mesure elle peut aboutir finalement. On est dans la théorie encore un peu finalement, même si effectivement on sent bien, on s'en étonnera pas chez les deux auteurs le souci de faire en sorte que ça ne reste pas de la théorie. Mais aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, là peut-être plus qu'hier, on vient de faire la preuve, grâce à vous, grâce à tous les intervenants, que ce modèle, il était, alors à condition de fournir un travail considérable, hein, parce qu'en vous écoutant tous, moi je suis admiratif quand même, hein, ça nécessite une mobilisation considérable. On se dit que finalement, eh bien, ne perdons pas espoir. Il y a la possibilité de mettre en œuvre le questionnaire et de réussir à fournir des évaluations qui sont parfois très très surprenantes. Voilà. J'ai pas de questions précises à poser, mais je voulais dire quelle était ma réaction à chaud comme ça. Voilà. Fort à propos, oui. Alors, merci, c'est Cissé Ibrahim de Mali. Ma question s'adresse à la professeure Afef Amani. Voilà, donc au sujet des aires protégées en Tunisie et les législations, deux régimes de législation, c'est vrai, les aires sont dotées de plans de gestion et il y a des blocages au niveau des nouveaux acteurs tels que les collectivités. Alors, je me demande quelle est la perspective juridictionnelle, parce que face à tout cela, et la multiplicité des polices, quelle est la perspective juridictionnelle face à ces situations? Ça, c'est la première question. Et est-ce que les tribunaux rendent? Ces questions font objet de requêtes devant les juridictions. Deuxièmement, quel est l'état de protection de ces aires du point de vue dégradation, amélioration ou utilisation rationnelle des ressources? Maintenant, la deuxième question s'adresse au professeur Ibrahim Kabaouglu, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et l'état médian des questionnaires de réponse. Et maintenant, la question est pendant devant la justice. Et moi, je me demande, est-ce que déjà, avec le nouveau projet qui est en cours, n'explique pas peut-être ces questions, et est-ce que il peut être fondé sur les perspectives des procès déjà en cours, tant entendu que les rapports politiques dans le pays expliquent peut-être, et voilà, le résultat s'adresse à Capdeville, Brésil, voilà, 77% sont exprimés comme effectivité de critères d'indicateurs juridiques. Est-ce que ces résultats reflètent réellement l'état de protection des aires protégées au Brésil? Parce que nous aussi, et nous suivons les médias, et si déjà, à travers peut-être ces cas isolés, ces cas d'études isolés, la protection de l'environnement est réellement comme telle, et surtout, vous indiquez qu'il faut encore des interdisciplinarités, impliquer d'autres aspects pour que le test soit déjà effectif. Voilà ma question. Merci. Bien, alors, Madame Arakchi, si vous souhaitez répondre, d'abord. Oui, merci Monsieur le Président.
Alors pour les questions, en fait, pour la remarque s'agissant de la transaction, bien sûr, je suis tout à fait d'accord que ce n'est pas du tout une mesure ou un outil pouvant être considéré au service de l'environnement. Mais je peux vous rassurer, en tout cas, s'agissant de la loi relative aux aires marines et côtières protégées, le principe est là, certes, mais cet outil critiquable, comme vous le dites, est strictement encadré. En tout cas, celui qui en a bénéficié une première fois, le contrevenant, ne peut pas en bénéficier donc une seconde fois déjà. Et certains types d'infractions ne peuvent pas entrer dans le champ de la transaction. Autre précision aussi en droit tunisien, ce n'est pas à la demande de l'administration que la transaction peut s'opérer, c'est à la demande donc du contrevenant lui-même, c'est la loi qui l'exige. Mais je suis d'accord avec vous que c'est complètement, bien entendu, en défaveur de la protection de l'environnement, particulièrement quand il s'agit d'une aire spécialement protégée. S'agissant de la question relative au rôle en fait du juge en droit tunisien, je peux vous dire déjà en fait un constat s'agissant du contentieux de l'environnement en général, qu'il est encore en construction. Cela avance. Il y a une évolution notoire, surtout depuis la constitutionnalisation des droits environnementaux depuis 2014. Le juge tunisien se trouve de plus en plus confronté à des recours basés sur ou plutôt des recours où on oppose devant le juge des droits environnementaux. Donc il commence à appliquer beaucoup plus souvent le droit de l'environnement, à interpréter aussi certaines règles environnementales lorsqu'elles sont floues. Vu que nous sommes déjà dans un début de contentieux environnemental, la question relative aux aires protégées n'a pas fait encore l'objet de recours juridictionnels. Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 2009, avec l'adoption des décrets depuis 2015 et le démarrage des enquêtes publiques, ça bouge un peu du côté du contentieux aussi de l'environnement, parce que, comme je vous l'ai dit, de nouveaux acteurs sont là. Par exemple, l'opposition qu'a faite la commune de Bizerte s'agissant du classement de l'aire protégée de la Galite va faire bouger, par exemple, certains autres acteurs qui veulent en fait aller de l'avant et voir l'aire protégée enfin classée officiellement en aire protégée. Donc, je veux dire, aussi l'effectivité du point de vue du rôle de la jurisprudence, on va dire, elle est en action s'agissant des aires protégées en droit tunisien, mais pour le moment, nous n'avons pas de recours juridictionnel relativement à cette question. Sur l'état de la protection de ces aires, en fait, par application du Code forestier, les aires protégées sous la houlette du Code de 1988, je vous l'ai dit, sans aussi bénéficier d'une protection internationale. Donc, parce qu'elles sont classées aussi soit zone humide, soit zone site ASPIM. Donc, il y a une évaluation et un suivi international. Donc, il y a un peu on va dire une pression internationale qui appelle aussi les autorités tunisiennes à faire un suivi et une évaluation au niveau national. Mais certaines zones connaissent une certaine régression du point de vue de la protection. C'est pour ça que leur inscription rapide et leur classement en tant que zone côtière et marine protégée pourrait aider à leur future protection. Voilà. Merci, Madame Arakchi. Professeur Kaboglou, si vous souhaitez répondre. Merci bien pour cette question.
Donc, si j'ai bien compris, donc le résultat de l'enquête de l'effectivité de la Convention de Barcelone et la liaison entre ce projet et le projet de Canal Istanbul. Oui, en effet, on peut parler d'une corrélation entre ces deux domaines. Et il y a donc un résultat médian, bien sûr. Notre projet d'enquête concernait plutôt la zone méditerranéenne, c'est-à-dire que dans le sens au sud de Turquie, mais pas léger, à partir d'Izmir jusqu'à Hatay, mais si englobait la totalité de la mer Méditerranée et de la mer Égéenne et de la mer de Marmara, le résultat serait certainement le même. Donc, on pourrait, je crois que, parler pour créer une corrélation entre le résultat de cette enquête d'effectivité et le projet en cours. Et là, au niveau de la Constitution, en effet, il s'agit d'une sorte de la déconstitution, du processus de déconstitutionnalisation depuis quelques années. Donc, on ne peut pas parler, il m'est très difficile d'utiliser de l'effectivité de droit constitutionnel et de l'effectivité du droit constitutionnel et environnemental, mais plutôt, il serait opportun d'utiliser du terme d'expression du processus de déconstitutionnalisation en général. Donc, en effet, si notre gouvernement, le président de la République, a respecté la Constitution, un tel projet ne serait pas évidemment mis en pratique. Et de toute façon, du point de vue de l'effectivité de droit, pas de droit de l'environnement, pas limité par le droit de l'environnement national, mais aussi utiliser les mécanismes et les instruments du droit de l'environnement régional et du droit de l'environnement international. Et il m'a paru opportun d'intégrer dans le rapport l'accord de Paris comme instrument international et qui est qualifié par moi-même d'un instrument des droits de l'homme. Donc, dans le cadre de l'article 56 de la Constitution. Voilà, donc votre question était tout à fait correspondait à l'esprit de cette problématique. Merci bien. Merci, professeur Kaboulou. Il y avait encore une question à Madame Fernanda Cavedon-Capdeville, si vous voulez bien répondre. Je remercie pour cette question, c'est très importante pour rendre très clair quel est le contexte des résultats qui ont été présentés ici du test. Alors, tout d'abord, il s'agit d'un test de méthodologie, comme a été remarqué aussi par Alexandra. Ce ne sont pas des données statistiques qu'on puisse utiliser scientifiquement. Le deuxième point, c'est qu'il ne s'applique pas aux aires protégées en général au Brésil. Le deuxième point, alors, c'est que les tests, il s'applique seulement à cette aire protégée, les stations écologiques Carijós. Alors, les 77,10% d'effectivité, c'est par rapport à cette aire protégée. Il ne peut pas être généralisé à la situation d'autres aires protégées au Brésil. Il faut aussi faire une différence. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'on a un gros problème au Brésil, notamment en ces moments et dans ces contextes politiques de gestion, non seulement des aires protégées, mais de l'environnement de façon générale. Et bien sûr, les problèmes, il va être
plus présent et plus visible pour des aires protégées où il y a des intérêts économiques. Par exemple, on a de l'or, des ressources pour l'exploitation minière, ou des forêts aussi exploitables par des fins commerciaux, etc. Et où les contrôles et la fiscalisation va être plus compliqués, comme les aires protégées d'Amazonie. Elles sont très vastes, l'accès il est très difficile et il y a beaucoup d'intérêts économiques dans cette région et aussi des situations, des impossibilités de contrôler ces aires-là. Pour les stations écologiques Carijós, comme j'avais remarqué tout au début de ma présentation, il s'agit d'une aire protégée qui, même si elle est très restrictive, c'est une aire protégée des protections intégrales, une station écologique, destinée exclusivement à protéger la nature et à la recherche scientifique. Elle se situe dans les périmètres urbains de la capitale de l'État, siège de tous les organismes de contrôle et de protection de l'environnement. Alors, bien sûr qu'elle est plus surveillée, qu'il y a moins des problèmes, des situations d'évasion de cette aire-là pour la chasse ou pour exploiter des ressources naturelles, même si il y a toujours, oui, des conflits, notamment par rapport à certaines aires, certaines propriétés privées qui n'ont pas été expropriées, ou les communautés traditionnelles, il faut faire tout un travail avec eux, parce qu'il y a des lieux de pêche, il y a des ressources marines, et ils sont d'accord avec la gestion de l'aire protégée pour qu'ils passent par là avec leurs embarcations pour sortir vers la mer, vu que l'aire protégée, elle se trouve tout en bas des deux bassins hydrographiques, et c'est là que les eaux de ces bassins hydrographiques se déversent vers la mer, et c'est aussi un chemin d'accès des pêcheurs, des communautés de pêcheurs traditionnels vers la mer. Alors, il y a des accords qui sont faits dans ce sens pour des activités d'éducation environnementale aussi, mais bien sûr, c'est beaucoup plus facile de gérer cette aire protégée qui est dans la capitale de l'État, très visible et aussi avec une extension plus réduite que les grandes aires protégées du nord du Brésil, de l'Amazonie, qui dans d'autres domaines. Et bien sûr, les tests s'appliquent exclusivement pour cette aire protégée. Vous m'avez questionné aussi sur l'interdisciplinarité. Et oui, on s'est rendu compte de ça. Notre équipe était formée exclusivement par des juristes. C'était pas une bonne décision de notre part, mais c'était très compliqué de lancer les tests l'année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. La situation, elle était très grave ici au Brésil. L'Université fédérale de Santa Catarina, elle est encore fermée pour les étudiants. On a 2 ans de fermeture de l'université au présentiel. Et bien sûr, ça nous a empêché d'articuler avec d'autres groupes de recherche dans l'université, d'autres espaces, etc. On a fait comme on a pu, et sûrement, si on était en présentiel à l'université, les travail, il aurait plus de qualité avec une équipe plus vaste, plus pluridisciplinaire. Et on aurait aussi un panel de questionnaires plus représentatifs, parce que ça a impacté aussi dans les niveaux de retours qu'on a eu des questionnaires envoyés. On a contacté plusieurs personnes, on a envoyé des questionnaires, mais tout le monde était dans un contexte d'adaptation à une nouvelle forme de travail, de vie, etc. Et je pense que ça a influencé beaucoup aussi tous les moyens qu'on avait pour mettre en place ces tests et aussi les retours des personnes contactées et des questionnaires. Et j'espère que dans le développement futur du projet et les tests prévus pour 2022, les conditions elles seront déjà plus favorables et on va pouvoir intégrer dans notre équipe notamment des mathématiciens, des statisticiens qu'on a très besoin, mais aussi des sociologues, etc., qui nous aident à mieux composer ces panels de questionnaires. Merci. Le professeur Michel Prieur. Merci. Oui, alors je suis plein d'admiration pour toutes les expériences que vous avez
réalisés concrètement, en dépit de toutes les difficultés que nous connaissons. Alors, je voudrais insister sur le fait que parce que vous avez fait des études de faisabilité, hein, un test. Est-ce que c'est faisable? Alors, j'ai l'impression, d'après vos conclusions, que la réponse est oui, c'est faisable, avec des adaptations, des conditions à la fois humains et financiers pour le réaliser concrètement. Mais sur le plan général, j'ai l'impression que la réponse est positive sur la faisabilité. Et donc, c'est une réponse optimiste pour la suite des événements pour les années qui viennent. Mais je voudrais revenir spécialement et interpeller Alexandra sur l'exercice relatif aux ODD, puisqu'on a vu que les tests qui ont été présentés, soit c'était du droit national sur une aire protégée dans un pays, soit du droit international sur la base d'une convention, la Convention de Barcelone. Mais le troisième exercice qui a été présenté est d'une toute autre nature. Et là, c'était un test encore plus problématique sur un document qui n'est pas juridiquement existant, qui est du soft law, qui n'est pas contraignant en droit international, les ODD. Alors, on sait que le livre Environmental Rule of Law du PNU, de l'UNEP, de 2019, a bien montré dans son fameux schéma, que j'aime beaucoup, où on voit les 17 ODD et où on en montre que pour appliquer les ODD, il faut du droit. Et il faut du droit de l'environnement particulièrement. Et donc, c'est pour ça qu'on avait choisi l'ODD 14. Pourquoi? Parce que c'était un autre domaine, mais aussi parce que dans l'ODD 14, c'est un des rares ODD où les indicateurs existants de l'ONU comportent des éléments juridiques ou parajuridiques. Dans les indicateurs présentés, il y avait des questions avec des réponses qui impliquaient un peu de droit. Et c'est un peu pour ça qu'on l'avait choisi en pensant que c'est peut-être l'ODD qui, d'après les indicateurs existants, qui ne sont pas des indicateurs juridiques, suggérait des réponses juridiques. Et donc, ça nous facilitait le travail quelque part. Alors, j'aimerais poser la question à Alexandra. Est-ce que les indicateurs officiels de l'ONU, tels qu'ils sont rédigés, vous ont aidé ou pas à construire, à imaginer vos indicateurs juridiques? Et question plus large, est-ce que si on fait le test sur un autre ODD, vous aurez plus ou moins de difficultés à construire des indicateurs juridiques? Et puis après votre réponse, j'interpellerai Fernanda, qui a aussi fait le test sur les ODD, pour avoir quand même une réponse sur l'ODD 14 au Brésil. Merci de cette question complexe posée par le professeur Michel Prieur. De notre part, nous avons fait une grande confiance au questionnaire qui a été préparé pour la France. Nous n'avons pas revisité les indicateurs de l'ODD 14 expressément pour reformuler le formulaire. Mais si on doit le faire pour d'autres ODD, non l'ODD 14, mais d'autres ODD, clairement, on doit faire un rapport entre les indicateurs non juridiques, dans la plupart des cas, des Nations Unies, des différents ODD des Nations Unies, des objectifs des Nations Unies, et d'autres indicateurs utilisés au niveau national. Parce qu'on n'a pas au Portugal une commission d'accompagnement de la réalisation des ODD en général, mais on a des activités, des obligations d'accompagnement, de monitorisation des politiques publiques. Et dans ce contexte, il y a certains indicateurs lesquels peuvent avoir des incidences juridiques, notamment sur l'ODD 11, sur les villes, les durabilités des villes et des communautés,
Ça, c'est une politique assez suivie par l'État portugais, dans le contexte de laquelle il y a des indicateurs qui sont produits et qui sont accompagnés au Portugal. Et ce que je peux dire en résumé, c'est que si on est posé dans la situation de devoir préparer un questionnaire pour un autre ODD différent de l'ODD 14 et on doit le penser dès le début, si on n'a pas un modèle déjà préparé comme on a eu dans les deux cas des aires protégées et de l'ODD 14, on va bien sûr faire une comparaison entre les indicateurs et les petites références juridiques qu'on trouve dans les indicateurs des Nations Unies et les indicateurs nationaux pour pouvoir élaborer un questionnaire qui nous permet d'avoir déjà quelques réponses qui réfléchissent non seulement le point de vue des répondants, des enquêtés, mais qui réfléchissent aussi une certaine mesure qui est déjà élaborée par l'État. Parce que on doit être très clair dans le fait que les questionnaires que nous avons appliqués ne mesurent pas l'effectivité en soi-même, mais mesurent la perception individuelle et subjective d'effectivité de la part des applicateurs du droit et des différentes parties prenantes. Alors, si nous devrions au Portugal préparer un autre questionnaire pour mesurer l'effectivité du droit, basé sur des indicateurs juridiques, bien sûr, dans mon opinion, on pourrait utiliser non seulement la perception subjective des répondants, mais aussi d'autres données déjà existantes qui nous permettent d'accompagner l'activité de l'État afin de donner plus d'effectivité au droit dans n'importe quel ODD. Je ne sais pas si j'ai répondu suffisamment avec suffisante clarité, mais je suis disponible pour aller plus loin dans la réponse si nécessaire. Merci. Donc, il y avait encore une question qui s'adressait à Fernanda. Oui. Merci, professeur, pour cette question qui me permet de parler un peu sur les tests de l'ODD 14 au Brésil. Ça a été un défi beaucoup plus important que travailler sur l'aire protégée. C'est un objet très délimité avec un périmètre juridique aussi très spécifique. Et pour l'ODD, la situation était plus compliquée déjà en tenant compte du scénario brésilien. On était obligé de faire une étude très détaillée de la situation des ODD au Brésil pour pouvoir faire les adaptations nécessaires au questionnaire. Parce que au Brésil, nous avions toute une structure déjà en place pour l'implémentation des ODD au niveau national et aussi pour appliquer les indicateurs des ODD proposés au niveau international. Et à partir de 2019, la situation elle a changé drastiquement. La Commission nationale des ODD elle a été supprimée. Les questions des ODD elle a été attachée à un secrétariat de la présidence de la République. Pas très transparent, on savait pas trop comment les choses elles étaient faites. La participation de la société civile elle était anéantie. Et aussi tous les travaux qui faisait l'IBGE, qui c'est l'Institut des statistiques du Brésil, qui commençait à appliquer les indicateurs au niveau du niveau global, au niveau national. Tout ce travail il a été arrêté. Alors on avait besoin de comprendre cette situation pour d'une certaine façon intégrer cette perception-là dans les questionnaires. On voudrait aussi que la mesure d'effectivité nous permette d'identifier des régressions dans les critères notamment organiques, non, des institutions, etc., et certains critères non juridiques.
comme les contextes politiques, etc. Alors, ça a été un défi plus grand. Les questionnaires, en même temps, on a eu l'impression qu'il est devenu très complexe parce qu'on a essayé aussi d'intégrer la perspective des 3 niveaux des normes juridiques et d'administration qu'on a au Brésil, les fédérales, des États et des administrations locales. Et peut-être ça fait trop. Alors, je pense que pour les ODD, peut-être que le travail de généralisation, il doit être encore plus important que pour les aires protégées. Et peut-être c'était les défauts qu'on a fait ici à l'équipe brésilienne, c'est de vouloir avoir les mêmes niveaux des détails et des précisions qu'on a eu pour une aire protégée spécifique, ce qui n'était pas possible. Et on a vu aussi a compliqué beaucoup les choses. Ça posait problème pour les questionnaires parce que la plupart des questionnaires brésiliens sur l'ODD 14, ils étaient incomplets. Il y avait des questions que les gens ils répondaient pas. Et ça posait un problème après pour les traitements des données. Alors, notre résultat, ils ne sont pas très concluants pour l'ODD 14 et il fallait adapter plusieurs questions. Et je suis d'accord avec Alexandra que pour un test encore sur le domaine des ODD, l'ODD 11 pourrait être intéressant aussi parce que il fait mention à toute la question de la réduction des risques de catastrophes et la possibilité d'établir des connexions avec les indicateurs du cadre d'action des Sendai, et ça peut être une bonne idée. Ça fait longtemps que les CIDCE remarque qu'il y a besoin d'intégrer la dimension juridique dans les indicateurs du cadre d'action de Sendai, et aussi comme pour les indicateurs des ODD. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle ou alors chez les intervenants ou à la tribune? Non. Non, je ne vois pas non plus dans les messages par les chats. Eh bien, écoutez, merci à tous les intervenants pour leur communication et ces retours d'expérience qui sont précieux. On voit qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, mais la perspective qui a été tracée par Michel Prieur dans son ouvrage, elle est longue, elle est vaste, et nous sommes donc en train d'y travailler. Et je voulais vous dire à tous que c'est évidemment un grand plaisir, c'est très réconfortant de voir que sur des continents différents, dans plusieurs pays, nous travaillons sur des sujets qui sont communs, et c'est je pense un grand réconfort. Donc portez-vous tous bien et à bientôt.